Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 40 d'Entre nous soit-il. Nous allons le consacrer à une pensée politiquement incorrecte, en tout cas l'auteur se définit ainsi, au point de vue économique bien sûr. J'ai donc le plaisir d'accueillir Grégoire Duhamel. Grégoire Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes un économiste, vous êtes un spécialiste des questions de fiscalité et des questions financières également. Vous vous êtes illustré depuis quelques années par la publication de guides de caractère, comment pourrait-on dire, de guides visant à définir les paradis fiscaux et à les faire visiter. Descriptif. Voilà. Et donc, vous venez de publier aux éditions Grancher un ouvrage que je présente à la caméra, le petit dictionnaire de l'économiquement incorrect. Alors, ne vous étonnez pas si vous voyez quelques petits pansements en relief, ils sont réellement en relief, mais n'essayez pas de les arracher, vous allez abîmer votre livre. Alors, vous êtes également, je le disais à l'instant, l'auteur d'un guide régulièrement publié, alors je ne suis pas sûr que ce soit le dernier, mais peu importe, on va le montrer, Les paradis fiscaux par Grégoire Duhamel, qui sont publiés également aux éditions Grancher, et ils sont publiés régulièrement tous les 3 ans, je crois, 2-3 ans. 2-3 ans. Voilà. Donc, s'il y a des paradis fiscaux, comme vous aimez à le dire, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Absolument. Et donc, pour qu'on ne se méprenne pas, vos ouvrages ne sont pas des guides de la fraude fiscale. Pas du tout, c'est au contraire le guide du respect de la fiscalité, mais de l'optimisation, comme on dit maintenant, du comportement fiscal. Oui, d'ailleurs, il y a deux, en réalité, il y a 2 axes qui sont complètement différents. Il y a la dissimulation fiscale, bon, ça c'est par exemple l'affaire du Liechtenstein récente. Puis vous avez l'ingénierie fiscale, qui sont des montages financiers tout à fait licites et qui permettent à des grandes entreprises, moyennes ou voire à des particuliers, d'optimiser le non-paiement d'impôts excessifs. Alors précisément, il y a des gens parfaitement honorables et qui ont pignon sur rue, même mieux que ça, qui sont très considérés dans tous les milieux d'affaires et dans les milieux industriels et dans les sociétés, qui ont pour métier, ce sont des avocats le plus souvent, mais c'est pas obligatoire, qui ont pour métier de faire de l'optimisation fiscale, et au fond, ce que vous faites, c'est la même chose pour tout le monde. Et vous avez des entreprises prestigieuses comme la SNCF, qui font de même. La SNCF, il y a 6 mois, on a découvert qu'elle utilisait Jersey pour rémunérer la formation d'un certain nombre de ses cadres. Et notamment de ceux qui, par la suite, vont devenir des conducteurs de train, une fois qu'ils auront pris leur retraite de la SNCF. Retraite méritée. Retraite méritée, surtout, ne soyons pas incorrects. Alors, cher Grégoire Duhamel, il y a déjà 6 ou 7 ans, vous aviez attiré l'attention de vos lecteurs sur le Liechtenstein. Vous aviez indiqué que cette principauté, puisque c'est son nom, avait adopté, je dirais, des comportements qui n'étaient probablement pas de nature à rassurer ceux qui y plaçaient leur argent. Et effectivement, l'actualité récente, vous y faisiez allusion à l'instant, vous a donné raison, puisqu'on a découvert qu'un cadre bancaire de Liechtenstein avait vendu, c'est le terme, à l'Allemagne, et peut-être à d'autres d'ailleurs, des listes de clients ayant, alors dans des conditions qui ne sont pas encore précisées, était-ce légal, était-ce illégal? C'était illégal. C'était vraisemblablement illégal, ayant donc placé des fonds au Liechtenstein. Alors, le Liechtenstein, c'est tout petit, à tel point que dans le guide, vous dites qu'on peut le traverser sans même cette 5 minutes qu'on y est passé, mais quoi qu'il en soit, cette affaire de Liechtenstein que nous venons de découvrir dans la grande presse, qu'est-ce qu'elle révèle? Est-ce qu'elle révèle d'abord qu'il y a une pression fiscale insupportable en Europe, premièrement, et deuxièmement, est-ce que maintenant tous les paradis fiscaux sont menacés par un seul type malhonnête qui va se mettre à vendre les fiches des clients? Alors cette affaire est très importante, elle est inscrite dans un processus de moralisation des paradis fiscaux qui avait été décidé par l'Union européenne il y a déjà plusieurs années, et avec un calendrier, c'est-à-dire par exemple une taxation des revenus masqués en échange de l'anonymat conservé, etc. Et il y avait des échéances 2010-2012. Le coup de force d'Angela Merkel, c'est-à-dire qu'elle rompt le calendrier, elle utilise un moyen illégal, car c'est carrément de l'espionnage industriel, ce qu'elle a fait.
c'est au regard des normes internationales probablement pas du tout une démarche possible. Eh bien, si elle l'a fait, moi je pense que c'est parce que maintenant l'euro c'est le marque. C'est-à-dire que vous avez un pays au sein de l'Europe qui est leader sur le plan économique, c'est l'ex-RDA, RFA, donc l'Allemagne, et puis tous les autres sont les obligés, en quelque sorte. Et jamais un pays aurait pu se permettre ce qu'elle a fait s'il n'était pas, en réalité, le chef des autres. Donc je pense que, ça révèle que l'Allemagne est en train de prendre une place absolument prépondérante au sein de l'Europe, d'où l'euro totalement surévalué pour les autres pays. Deux, je pense qu'en effet, de manière inexorable, les paradis fiscaux européens, suisses inclus, vont disparaître. Ça, maintenant, j'en suis tout à fait convaincu. Ils vont disparaître dans une dizaine d'années. Donc toute la question pour ceux qui par hasard auraient des avoirs dans ces contrées rieuses va être de prévoir cette échéance. Alors, ces paradis fiscaux ont commencé d'être écornés quelque peu, justement, par des accords qui ont été passés avec l'Union européenne notamment, qui visent à taxer, dans un premier temps, les comptes non déclarés, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient illégaux, mais en tout cas, ils ne sont pas déclarés. Et deuxièmement, les États en question se défendent au motif que la Suisse, en particulier, et le Luxembourg n'ont pas accepté de lever le secret fiscal. Mais, comme vous le dites, il est vraisemblable que ces barrières vont se lever. Mais alors, est-ce que ça ne va pas provoquer finalement une formidable déperdition de capitaux? Parce que les capitaux, l'histoire le prouve, quand ils sont dans un endroit où on les traite mal, ont tendance à aller chercher fortune ailleurs. Ça va être un vrai enjeu de ces prochaines années, puisque en effet, il y a beaucoup d'argent, des milliards et des milliards d'euros dans les paradis fiscaux européens. Probablement que cet argent va aller ailleurs, mais à ses risques et périls, si je puis dire, parce que plus ça va aller, plus les pays qui vont être des paradis fiscaux vont être des pays hors champ du commerce international, donc des pays de plus en plus dangereux, comme par exemple le Liban. Et donc, moi, je pense que dans un terme assez raisonnable, il faut en fait transformer ces liquidités en biens autres, type immobilier, car je pense que réellement on est maintenant enclenché dans un processus inexorable de disparition des paradis fiscaux présentables. Alors, d'un autre côté, on peut quand même s'interroger également sur les réactions qui vont être celles des États. Bien entendu, on comprend bien pourquoi Mme Merkel cherche actuellement à réduire les évasions fiscales. Elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent. Comme tous les chefs de gouvernement. Et effectivement, elle est talonnée en outre par l'émergence d'un nouveau parti de gauche, dit Linke, la gauche comme elle s'appelle, qui évidemment fait monter le prix de toutes les politiques et par conséquent ça rend le maintien notamment de la coalition avec le SPD de plus en plus difficile. Mais en même temps, et vous êtes le mieux placé pour le savoir, il y a quand même un phénomène qui est universel et qui veut que lorsque l'on est traqué, on finisse toujours par trouver refuge. Ah oui. Et alors donc, on peut se demander, parce que la concurrence fiscale finalement, c'est ça le véritable enjeu, mais la concurrence fiscale, à mon avis, ne va pas s'arrêter. Non, elle ne va pas s'arrêter, mais c'est très curieux. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement. Jusqu'à il y a 5 ans, les actions contre les paradis fiscaux étaient symboliques et étaient dilatoires, en réalité. Puis là, je pense qu'on a franchi un cap, c'est-à-dire on prend une personne, on lui donne de l'argent beaucoup, on s'assure de son impunité, et je crains probablement que cette personne traîtresse, entre guillemets, soit suivie par d'autres, assez logiquement. Et puis surtout, il y a des échéances politiques maintenant qui font que tous les États européens sont surendettés au-delà de toute raison, et qu'il va bien falloir trouver l'argent. Et donc, on est inscrit dans une double tenaille qui fait que besoin d'argent accru des États
plus moralisation, et qui d'ailleurs dans une certaine mesure est tout à fait légitime, moi je pense sincèrement que maintenant les paradis fiscaux européens, j'insiste européens, vont disparaître dans une dizaine d'années. Alors, vous citez dans votre dictionnaire politiquement incorrect une courbe que tous les économistes dignes de ce nom connaissent, c'est la courbe de l'affaire, Oui. c'est-à-dire une courbe du nom d'un économiste américain qui indique que plus la pression fiscale est grande et plus les recettes fiscales diminuent. Et inversement. Or, nous allons bien voir, puisque la raison que vous donnez aux actions actuelles des gouvernements européens, c'est d'avoir plus de recettes fiscales, ils vont probablement avoir à redécouvrir la courbe de l'affaire, parce que si vraiment il apparaît que la pression fiscale devient de plus en plus forte en Europe, il est évident que les grandes entreprises iront de plus en plus se délocalisant. Je remarquais ces jours-ci qu'on est en train de nous expliquer qu'au fond, les entreprises françaises du CAC 40, notamment, qui vont gagner de l'argent à l'étranger et qui distribuent quand même 40 milliards d'euros de dividendes, c'est à peu près autant que ce que nous remboursons en tant que Français. Comme dette. Comme dette. Oui. Comme intérêt de la dette. Oui, comme intérêt de la dette seulement. Mais rien n'empêche ces entreprises d'aller se mettre ailleurs. Et tout ce qu'elles distribuent, finalement, elles ne le distribueront plus, et les impôts qui vont avec non plus. Oui, on est dans une quadrature du cercle, c'est-à-dire que maintenant tout le monde peut se délocaliser sans aucun problème via les moyens de communication modernes, inclus d'ailleurs les prix des avions. Maintenant, c'est plus rien de prendre un avion. Et sans parler d'Internet, donc en effet, les délocalisations s'accélèrent et il y a une concurrence fiscale démesurée, bien entendu, entre les pays émergents et les pays dits vieux, anciens. Bon, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'issue à ce problème, sauf à une refonte totale du système. Les pays européens, en réalité, ont commencé à refondre leur système. Un exemple entre tous, la sécurité sociale, qui est évidemment impossible de continuer sous la forme actuelle de répartition. De nombreux pays européens ont commencé à réformer leur système avec des systèmes mixtes, répartition, capitalisation, sauf évidemment la France qui vénère par trop ce système. Mais concomitamment à cette chasse aux paradis fiscaux, vous avez quand même un certain nombre de pays qui ont entrepris des réformes très profondes après 25 ans de laxisme total, sauf en effet, la France. Alors c'est tout précisément le but de votre dictionnaire, je le montre à nouveau, petit dictionnaire de l'économiquement incorrect, de Grégoire Duhamel aux éditions Grancher. C'est tout l'objet de cet ouvrage, de fracasser en quelque sorte les images fausses, on n'a pas besoin d'aller les chercher très loin, il suffit d'ouvrir son journal chaque matin, quel que soit le journal, que le malheureux citoyen est obligé d'ingurgiter les images et les idées fausses. Et bien entendu, il est très difficile de lutter contre ces idées pour une raison fort simple. C'est que le citoyen de base n'a que ses propres moyens, ou vos ouvrages ou quelques autres peut-être aussi, pour se faire une idée, et que naturellement tout le monde n'a pas accès, bien entendu, d'abord à la compréhension des phénomènes économiques, et ensuite au simple fait d'avoir l'habitude de lire. Car il y a des tas de gens qui ne lisent jamais. Oui. Ou ils lisent des journaux, peut-être, des c'est bandes dessinées. Le plus surprenant à mon sens, c'est surtout que les gens ont des opinions éclairées sur un certain nombre de sujets, sans avoir la moindre idée, en réalité, des faits. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est-à-dire que je me suis dit, mais dans le fond, j'étais tellement atterré, d'ailleurs, notamment aux dernières élections du débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, je me suis dit, il faut vraiment que j'écrive un livre. Je pensais même à ma propre fille, que j'écrive un livre pour expliquer quand même dans quel état du monde et de la France on est. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que des notions élémentaires comme tout simplement l'état de la sécurité sociale, de la dette, mais parce qu'une fois qu'on brandit le chiffre, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut l'expliquer. Aurait dû, à mon sens, motiver des votes différents. Le plus frappant pour moi est réellement le vote Ségolène Royal. Les propositions que j'analyse d'ailleurs sur le plan économique du programme socialiste étaient incroyables de déraison.
d'inconscience voulue ou pas, j'en sais rien. Et je trouve réellement scandaleux qu'on puisse se présenter à une élection de cette importance avec un programme aussi absurde. Et avoir 47% des voix. Et avoir 48% des voix. Je dois dire que le programme de Sarkozy était au moins vaguement financé. J'annonce ici et sur d'autres médias que la TVA va passer à 25%. Ça, j'en suis absolument convaincu. Sous la forme policée de TVA sociale, mais ça va revenir au même. Pourquoi ? Parce que les politiques français, encore une fois, ce n'est pas le cas d'autres pays européens, les politiques français persistent à ne pas réformer structurellement. Donc, moyennant quoi, tant qu'on ne réforme pas structurellement le pays, eh bien, il y aura des besoins accrus d'impôts. C'est absolument mathématique, on ne peut pas faire autrement. J'ai eu souvent l'occasion de dire à des amis ou à des interlocuteurs qui me disaient « on ne peut pas augmenter la pression fiscale compte tenu de ce qu'elle est ». Et je leur réponds « votre expérience est trop courte. Vous ne savez pas qu'un État qui ne peut pas réformer ou qui ne veut pas réformer augmentera la pression fiscale jusqu'au moment où il ne restera plus rien à prélever. C'est aussi simple que cela, et là nous sommes en France dans un cas extraordinaire. Nous avons actuellement un problème de pouvoir d'achat que tous les journaux soulignent, et les journaux, je dirais, les plus démonstratifs, prennent des cas dans la vie courante, démontrent des choses très simples, et on va, par le biais de la TVA que vous nous annoncez, ou par celui de la CSG ou de la CRDS, et ça revient finalement au même, ce sont des prélèvements, on va encore diminuer le pouvoir d'achat des gens. Oui. Eh bien, que va-t-il se passer? Alors, c'est là qu'est le problème, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais auparavant, j'aimerais attirer votre attention sur un événement qui ne vous a peut-être pas frappé, mais en tout cas, si vous l'avez remarqué, vous nous le direz. J'ai vu passer, en regardant une émission d'information l'autre jour sur une chaîne du câble, un petit défilant, vous savez, les petites nouvelles brèves qui passent sur l'écran, sur lequel il était indiqué que Madame Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances et de l'emploi, s'était évidemment indignée des allégations et des insinuations de M. Fabius, qui disait que le gouvernement entreprendrait, après les élections municipales, des actions visant à réduire le déficit. Alors, si vous voulez, ce qui est absolument extraordinaire dans cette situation, c'est que la médisance, ça consiste à dire que le gouvernement va agir de façon vertueuse, et la vertu consiste à dire non, surtout pas. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est la première fois que je vois un gouvernement se défendre de l'idée qu'il va réduire les déficits. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Et d'ailleurs, ce qui est captivant, c'est que depuis son élection, Nicolas Sarkozy a multiplié des taxes, l'instauration de taxes diverses, etc., qui sont une augmentation des impôts, qui ne veut pas dire son nom, que la TVA va être augmentée, que vous avez raison, la CSG probablement va l'être aussi, et que, en effet, la simple annonce de la vertu, c'est-à-dire la réduction nécessaire des déficits, est présentée presque comme un acte de sabordage. Et je dirais même que la personne, en l'occurrence l'excellente Madame Lagarde, qui est élégante et sympathique, mais qui manifestement ne souhaite pas se voir démentie à l'idée qu'elle pourrait, par exemple, faire une action pour réduire les déficits. Cela dit, Madame Lagarde est déjà l'auteur d'un acte que je décris dans mon livre qui ne manque pas de sel, à savoir que aux normes du Bureau international du travail, du BIT, il y a pratiquement 18 à 20% de chômeurs en France. Ce sont des normes internationales. Or, la première chose qu'elle a fait lorsqu'elle est arrivée, ça a été d'interdire à l'INSEE de produire ces normes BIT. Et ce qui était un acte incroyable. Le ministre de l'économie dit à l'INSEE, voilà, maintenant vous cessez de produire ces courbes. Donc, moi, quand j'ai vu ça s'est passé avant l'été, je me suis dit qu'on était embarqué sur un train pour des déficits nouveaux. Ai-je raison? On verra. Alors, précisément, tout ceci nous ramène à votre excellent dictionnaire. Vraiment, je le recommande très vivement à tous ceux qui s'intéressent à la chose économique et même à ceux qui ne s'y intéressent pas, parce qu'ils apprendront beaucoup de choses. Alors, je vais quand même résumer quelques-uns des points que vous abordez, comme disait Pierre Dac, le résumant des chapitres précédés. Donc, c'est par ordre alphabétique, bien entendu, et on passe de l'Afrique
à l'argent, ce qui n'est pas forcément lié, mais qui l'est souvent. Et puis, chemin faisant, nous rencontrons le chômage. Nous rencontrons une grande compagnie, les compagnies des eaux, qui gagnent beaucoup d'argent et qui vont en gagner de plus en plus. On rencontre Jacques Chirac, chemin faisant. Je ne parle pas d'argent, naturellement, il parle uniquement de la République. Jacques Chirac... Pourquoi Jacques Chirac? Ça m'a semblé intéressant, parce que Jacques Chirac est derrière nous, si je puis dire. Il a réellement il a un règne qu'on peut qualifier de nul, mais techniquement. C'est-à-dire, il suffit pas. Donc c'est ce que j'explique. Je pense que Jacques Chirac restera quand même comme quelqu'un d'abord qui a augmenté la dette de 10 points, ce qui est ahurissant, et qui n'a absolument pas réformé. Et je forme des vœux, bien entendu, qu'il ne soit pas imité par son successeur. C'est ce que je demande dans le livre. C'est donc la raison pour laquelle Jacques Chirac figure dans ce dictionnaire, lui qui par ailleurs est le parangon du politiquement correct. Car d'un de ceux, il n'a pas toujours été, mais il l'est vite devenu. Alors, on parle aussi du libéralisme, vaste problème. Alors, il y a quelque chose de très intéressant aussi. Alors, je ne savais pas, je me suis inquiété quand j'ai vu le titre, La maladie du fonctionnaire. Je me suis dit, mon Dieu, mais que nous arrive-t-il si nos fonctionnaires sont malades? Qu'allons-nous devenir? Mais j'ai appris en vous lisant qu'au fond, il y a plusieurs sortes de maladies chez les fonctionnaires, mais qui sont toutes prévues. Oui, alors c'est quelque chose d'assez ahurissant. En fait, je suis parti d'une analyse qui montre que les fonctionnaires sont 1,8 fois plus malades que les personnes du privé. Alors, comment expliquer cette épidémie? Beaucoup plus. Je ne sais pas. Comment expliquer cette épidémie mystérieuse? C'était ma démarche. Et en réalité, évidemment, à moins d'être vertueux au-delà de toute expression, si on vous autorise à être malade plus que de raison sans aucune sanction, vous êtes tenté, moi inclus. Serais-je fonctionnaire et aurais-je la possibilité de prendre des vacances tout frais payés, que je dois dire que probablement je le ferais. Alors je ne prétends pas que l'ensemble des fonctionnaires, parce que vraiment Dieu merci, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont très méritants, mais le simple dispositif que je décris permet les comportements délictueux. Voilà, et on peut vivre d'ailleurs une bonne partie de son existence en ayant un petit peu moins d'argent que quand on travaille dans la fonction publique, mais en étant toujours payé de façon quasiment définitive. Oui, et ce qui est le plus incroyable que je montre aussi, c'est qu'on peut avoir été malade toute sa vie dans la fonction publique, par une succession de revers de fortune, puis dès l'instant où vous prenez votre retraite, vous pouvez... il avait retraite et continue d'être versé, soudain être guéri et travailler. C'est parce que le travail, ça n'est pas la santé. Voilà. Je me perds en conjecture. Voilà, le regretté Henri Salvador l'avait bien dit, ne rien faire, c'est la conserver. Donc, enfin, ne faisons pas de mauvais esprit. Non. Alors, oui, donc, nous sommes arrêtés un peu sur la maladie des fonctionnaires. Elle n'est peut-être pas responsable directement du trou de la sécurité sociale, mais enfin... Non, la sécurité sociale, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, c'est absolument fascinant, puisque je rappelle que ce sont les actifs qui payent pour les inactifs, pour les retraités. Et qu'est-ce qui se passe? Étant donné que la pyramide des âges est vieillissante en Europe entière et en France en particulier, vous avez donc un nombre réduit de travailleurs qui cotisent pour un nombre grand de retraités, ce qui fait que n'importe quelle personne en état normal de fonctionnement comprend que ça ne peut pas marcher, c'est non viable. Eh bien, ça n'empêche pas que c'est aimablement reconduit sous les vivats. Oui, ça tient probablement au fait que nous avions signalé tout à l'heure, à savoir que l'information n'est pas suffisante, et puis aussi parce que l'immense majorité des Français en est quand même à peu près consciente, au fait que quand l'homme est face à une situation à laquelle il ne peut rien, il a tendance à ne pas regarder. Je me demande si ça n'est pas ça, finalement, l'explication de la cécité volontaire. Oui, vous faites de la psychologie, là où on devrait faire de l'économie, mais vous avez raison. C'est-à-dire que moi, je fais de l'économie, comme vous, en permanence, mais il y a un moment où, quand j'ai bien essayé d'expliquer quelque chose et que personne ne veut regarder, je suis bien obligé de passer à une autre discipline. Oui. Donc, voilà la raison. Ça ne nous empêche pas de continuer à publier et à parler, mais enfin, il faut quand même reconnaître que
c'est une situation difficile. À quoi d'ailleurs il y a une autre explication qui est tout aussi sérieuse d'ailleurs, c'est la cécité volontaire des hommes politiques. Parce que s'ils voulaient en parler, ils pourraient le faire, et je suis sûr d'ailleurs qu'une des raisons de la chute de Nicolas Sarkozy dans les sondages ne tient pas seulement au fait de sa vie privée et toute une série d'autres phénomènes, mais au fait qu'il n'a pas attaqué de réformes vraiment structurelles et qu'il ne les a même pas annoncées. C'est ça le fond du problème. Parce que nous savons très bien, et vous les avez décrites déjà dans les quelques secteurs que nous avons examinés, c'est de réformes de structure que la France a besoin. Ah ben oui. Alors, la réforme de structure, à moins d'être inconscient, on sait qu'il faut du temps pour le faire. Mais il faut tout de suite montrer qu'on va la faire. Et donc, comme il n'a pas fait cela, il subit en ce moment, je dirais, un déclin de crédibilité qui risque de le handicaper fortement pour la suite de son quinquennat. Et la réforme de structure est la plus douloureuse, c'est surtout ça. C'est-à-dire que la réforme de structure, contrairement à la réformette qui ne fait rien type Chirac, la réforme de structure entraîne pratiquement la moitié de la France dans la rue. Donc elle est dure à prendre, elle est bien plus difficile à prendre pour un homme politique qu'une réforme sans objet. À ceci près, ce sera le seul correctif que je me permettrai d'ajouter à votre démonstration, à laquelle je souscris bien sûr, c'est que si vous faites votre réforme de structure de manière brutale et sans préparation, il est évident que vous allez mettre tout le monde dans la rue. Oui. Mais si vous la préparez, et là on retrouve le problème des médias, des hommes politiques, etc., à ce moment-là, l'opinion peut progressivement basculer dans ce sens, et ça devient, sinon plus facile, le mot est excessif, en tout cas moins difficile. Alors nous allons, si vous le voulez bien, marquer une petite pause technique pour permettre à chacun de vos lecteurs d'essayer de choisir dans le guide des paradis fiscaux celui qu'il va choisir, par exemple, et puis ils reviendront tout aussitôt pour voir la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Grégoire Duhamel. Alors, Grégoire Duhamel, vous avez dans votre livre le dictionnaire, petit dictionnaire de l'économiquement incorrect que je montre à nouveau à la caméra pour que chacun puisse bien repérer cette couverture et s'empresser de l'acheter aux éditions Grancher. Vous avez abordé un problème qui est probablement le problème majeur de la société française actuellement, c'est que si l'on veut faire des réformes, il faut par définition que l'opinion vous suive, donc d'abord être élu sur ce thème et ensuite être suivi par elle, mais l'opinion française, c'est qui? C'est 4 personnes sur 10 qui vivent de l'État. Alors comment faire pour que ces gens... Je ne leur fais pas le procès de ne vivre qu'à travers ou de ne réfléchir qu'à travers cela. Enfin, c'est quand même difficile de demander à 4 personnes sur 10 de se faire pratiquement harakiri. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire que je me doutais de ça et je voulais absolument en être sûr. J'ai donc fait de nombreuses recherches et en effet, à peu près 4 adultes sur 10 en France sont rémunérés par l'État. Vous avez donc les chômeurs, vous avez les fonctionnaires, 5 à 6 millions de personnes, vous avez les RMistes qui dépendent des régions, mais c'est toujours un financement public. Vous avez les retraités de la fonction publique, etc., etc. Et on arrive à 4 adultes sur 10, ce qui est un chiffre incroyable, ce qui est un chiffre invraisemblable. Et vraisemblablement, pardon de vous interrompre, mais il faut rajouter, je ne l'ai pas vu dans votre énumération, mais peut-être l'avez-vous incluse, le nombre de personnes qui travaillent dans des associations financées par l'État. Elles sont très nombreuses également. Alors, je vais vous dire, vous avez entièrement raison, et je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas les chiffres. Je le savais. On est donc en dessous dans votre. Mais comme je n'avais, moi j'ai toujours pour conduite de ne produire que des faits. Donc comme j'avais pas les chiffres, voilà. Mais en effet, vous avez raison, ça doit majorer encore ce 4 adultes sur 10. Donc là, on est dans une structure d'un État, on va dire gentiment, d'un État socialiste. Sauf à réformer profondément la France, tant que 4 adultes sur 10 seront rémunérés peu ou prou par l'État, donc pas par le secteur privé, ce déséquilibre induira une absence de réforme, au moins ne serait-ce que de le dire. D'ailleurs, simplement, si le chef de l'État ou le Premier ministre disait ça,
je pense que déjà les gens prendraient conscience qu'il y a un problème structurel qu'il faut urgemment réformer. Parce que ce qui est le plus frappant, c'est que nous, dans le fond, on a fait l'essentiel de notre vie, on a élevé nos enfants, etc. Pour nous, ça y est. Mais le problème, c'est qu'on a donné la charge à nos enfants. C'est-à-dire que ce qui est scandaleux sur le plan moral, je trouve, c'est qu'on s'est comporté de façon irresponsable pendant 30 ans, et qu'on donne gentiment le bébé à nos enfants et petits-enfants, ce qui est une attitude irresponsable. Alors, il y a au problème que vous posez, qui est effectivement le véritable problème français, au moins en ce qui concerne les décisions à prendre, il y a une solution qui est, hélas, celle qu'on peut craindre, et qui peut se décliner, me semble-t-il, en deux versants. Vous avez d'un côté les prélèvements obligatoires qui vont croître à mesure que cette société assistée ou payée par l'État va au moins se maintenir et sans doute encore croître. Et donc la chute économique va s'accentuer. Et puis vous allez avoir inévitablement aussi, les deux versants ne sont pas contradictoires, une baisse des allocations fournies à toutes ces personnes, parce qu'on n'y suffira plus. Ou même tout simplement les remboursements de soins, parce que vous avez donc concomitamment à la pression fiscale qui augmente, vous avez les prestations qui diminuent. Exactement. À savoir moins de services à l'hôpital, plus d'attentes, moins de remboursements. Et ça. Donc on arrive au paradoxe inouï qu'on paye plus pour avoir moins. Voilà. C'est ce que Nicolas Sarkozy avait dit à l'envers. Voilà. Et alors, c'est là que je voulais en arriver. Lorsque... et là, vous allez encore me reprocher de faire de la psychologie, mais on est quand même bien obligé, puisque la psychologie, c'est ce qui vous permet de comprendre le comportement des gens assez souvent. Vous allez avoir une réaction, et ça semble déjà se dessiner, qui est beaucoup plus forte chez ceux qu'on prive que chez ceux qu'on spolie en leur demandant plus. Je vais vous donner un exemple que vous avez peut-être remarqué. Il y a eu un événement tout à fait extraordinaire. Le cavalier émérite Barthabas, qui est un artiste équestre, a créé une académie à Versailles qui est subventionnée, même si c'est par ailleurs un artiste qui travaille et qui a du public. Et donc, sa subvention ayant eu la menace qu'elle soit diminuée, il est allé tout casser dans le bureau du directeur des affaires culturelles régionales, je crois. Et ce qu'il a déclaré était extraordinaire, car il avait le bon droit pour lui. C'est-à-dire que vous êtes actuellement en France dans un système où plus on vous donne, plus vous estimez avoir droit, et après tout c'est assez normal, si on vous donne c'est bien que vous avez droit. Et d'autre part, ou quand on essaie de vous réduire un tout petit peu, ou même quand on imagine qu'il puisse y avoir une baisse, vous allez tout casser. Alors tout le monde ne le fait pas heureusement, mais c'est là qu'on retombe sur la prédiction que je fais, et je la fais avec une certaine certitude, c'est que la révolte qui inévitablement va avoir lieu viendra de ceux à qui l'on va enlever un peu, d'abord, de ce à quoi ils estiment avoir droit, et qui n'est jamais que pris dans la poche du contribuable. Oui, et d'ailleurs, il y a aussi la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que la France non seulement est un pays extrêmement spoliateur sur le plan des impôts, mais surtout le pouvoir d'achat est très faible. Il y a un indice international qui s'appelle l'indice McDonald's, qui est fondé sur l'achat d'un McDonald's et le nombre de minutes qu'il faut pour l'acheter, le nombre de minutes de travail se basant sur 14 professions différentes. Cet indice a été calculé par le journal The Economist et sophistiqué ensuite par la banque suisse UBS. Bon, eh bien, il faut environ 20 et 25 minutes en France pour acheter un McDonald's. Il en faut 14, c'est-à-dire pratiquement la moitié, aux États-Unis. Ça vous montre une chose dont peu de gens ont conscience, c'est qu'aux États-Unis, où non seulement vous avez pratiquement le plein emploi, vous avez un pouvoir d'achat infiniment plus supérieur. Et aujourd'hui, vous avez raison, les gens qui vivent à Paris avec 1500 € par mois, ou même 2000 € par mois, sont dans un état de quasi-pauvreté. Aujourd'hui, le journal Le Parisien vient de commencer de publier une série visant à démontrer comment vivent les couples ayant autour de 2500 € par mois dans tous les pays d'Europe. Et ils ont commencé par un couple français qui vit en banlieue parisienne,
Et on apprend, parce que nous savons, mais ce que manifestement les gens du pouvoir ne savent pas, que ces gens qui ne se disent pas malheureux d'ailleurs, mais qui ont beaucoup de mal, sont obligés à chaque instant de compter, d'aller essayer de trouver quelque chose de moins cher, enfin bref, de faire une gymnastique permanente pour s'en sortir, et rien ne dit qu'ils s'en sortent, ou à peu près. Oui, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans notre pays à un état paradoxal inouï où une personne qui gagne 2000 euros, ce qui est une somme tout à fait même importante en regard d'autres pays, et quelqu'un qui gagne 2000 euros mais qui n'est pas propriétaire de son bien, parce qu'il y a aussi eu une énorme pression sur le foncier, il faut le dire, spéculative, quelqu'un qui gagne 2000 euros de nos jours en France est quelqu'un qui vit non pas de façon précaire, mais pas du tout de façon luxueuse. Qui n'est pas aisé. Qui n'est pas aisé. Et c'est absolument inouï. Je pense qu'on est un des seuls, alors là pour le coup je suis même sûr, parce que je voyage beaucoup, qu'on est un des seuls pays où le pouvoir d'achat est devenu si faible. Parce que la réalité, c'est que le pouvoir d'achat en France est devenu très faible. Mais la raison est fort simple, et nous l'avions, nous, le mouvement que je préside, le mouvement pour la liberté et la protection sociale, qui obtenu la fin légale du monopole de la sécurité sociale, avait dès son manifeste de 1991 indiqué que la sécurité sociale était responsable du fait que la France était un pays à faible niveau de salaire, au faible niveau net de salaire. Et donc, tout ce qui s'est déroulé ensuite, on peut trouver ce texte d'ailleurs sur le site internet, www.claudereichmann.com, ce texte disait exactement ce qui allait se passer. Je ne bénéficie d'aucun don de voyance. Je suis comme vous, quelqu'un qui regarde les faits et qui en examine le déroulement dont il voit bien les conséquences. Alors c'est précisément ce qui me fait me demander si tous ces événements conjugués que vous décrivez fort bien dans votre dictionnaire, qui a en outre un grand mérite, c'est que vous ne vous attardez pas trop, ça n'est pas un ouvrage à l'intention des économistes purs, c'est un ouvrage pour le grand public. Ça, tout le monde peut le lire et c'est très accessible. Mais quand on le lit de façon cursive, comme je l'ai fait, on s'aperçoit au fond qu'il y a, vous savez, j'ai une sensation curieuse d'être sur un lieu quelconque et de voir partout déferler des armées ennemies. Et c'est quand même assez inquiétant, parce que vous avez le pouvoir d'achat, la sécurité sociale, le fisc, et puis la crise internationale, la crise bancaire, crise financière, et peut-être crise économique qui semble se dessiner. Donc on commence à s'inquiéter beaucoup. Alors précisément la crise économique, qui semble commencer aux États-Unis, mais d'abord la crise financière. Est-ce que vous pensez, à l'instar de beaucoup, que c'est une crise qui peut avoir de longues et difficiles conséquences, ou certains, plus optimistes, que nous avons d'ailleurs reçus à cette antenne, et qui nous disent non, finalement, le système finira par s'en sortir? Moi, je pense que le fond de l'affaire, c'est surtout la question monétaire. C'est-à-dire que le yuan et le yen, les deux monnaies asiatiques prépondérantes, sont complètement sous-évaluées, surtout le yuan chinois, ce malgré les demandes réitérées des États-Unis et d'autres pays du monde. Tout ça pour le dumping des exportations. Donc vous avez deux monnaies totalement sous-évaluées, importantes. Vous avez le dollar qui est en perte de vitesse complet, et c'est préoccupant parce que le dollar, c'est quand même 22% du PIB mondial. Et vous avez alors l'euro qui est totalement surévalué, mais d'une façon... et je pense que ça va réclamer son dû. Et c'est pour ça que moi je suis moins optimiste. Je pense qu'il va y avoir une crise importante, je pense qu'il va y avoir un crack très important dans les 18 mois. Parce que la situation des subprimes a mis le feu aux poudres. Elle est, alors là je suis d'accord, elle n'est pas, elle peut être résorbable. Ça fait quoi, 500 milliards? Oui, c'est pas le fond de l'affaire. Simplement, bon, disons, ça a aggravé le... Il y a beaucoup de gens qui ont laissé des plumes. Hein. Oui, d'ailleurs de façon scandaleuse. Hein. Enfin, le fond de l'affaire est scandaleux. Bon, mais je pense surtout que maintenant, ce qui ne va pas, c'est les monnaies. Et si on ne résout pas rapidement ce problème, alors là, il va y avoir une crise au niveau mondial très importante, puisque le fait que les monnaies ne soient pas à leur bonne place pénalise les pays à hauteur et à proportion de ce que devrait être la réalité. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème de fond, et donc je suis assez peu optimiste.
Alors, en ce qui concerne bien sûr les conséquences économiques, elles vont se faire sentir assez rapidement maintenant, puisque aux États-Unis, les premiers chiffres qu'on connaît indiquent qu'il y a quand même une baisse assez nette de l'activité, et les différents instituts internationaux, y compris les banques centrales, ont révisé leurs prévisions de croissance. Pour la France, on va se trouver dans une zone de tous les dangers, parce que 1,5%, c'est ce qu'on nous annonce de croissance, ça veut dire qu'en réalité, on n'en fait pas la moitié, puisqu'il y a plus de la moitié de prélèvements obligatoires, enfin de dépenses publiques. Donc, ça veut dire qu'on est pratiquement déjà en stagnation. Mais c'est même pire que ça, puisque comme on assiste à un retour de l'inflation, alors quand même, 2 mots sur l'inflation. L'inflation, c'est quoi? Ça permet de payer en monnaie de singe. Hein. C'est-à-dire quand tout le monde... Non, mais il faut dire les choses. Quand tout le monde est endetté, qu'est-ce qui reste? L'inflation. Hein. Bon. Donc l'inflation revient. L'inflation va être probablement à 3% dans pas longtemps, dans la zone euro, et la croissance française va être à 1,5%. Sans être un mathématicien éclairé, je m'aperçois qu'il y a 1,5, il y a 1,5 point donc de perte. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, très probablement, il va y avoir 1,5% de baisse de pouvoir d'achat chaque année. Sauf à un miracle que vous allez m'expliquer peut-être. Mais je le vois mal. Je vais me retirer dans mon cabinet et je reviens dans un instant. Non, en réalité aussi, le miracle, voyez-vous, peut venir de la catastrophe. Alors je ne dis pas qu'il faut une catastrophe, d'ailleurs, quand bien même le dirais-je, ce n'est pas pour autant qu'elle aurait lieu. Mais l'histoire, alors cette fois-ci il ne s'agit plus de psychologie, mais l'histoire démontre que lorsque les États, globalement parlant, ne parviennent plus à résoudre leurs problèmes, ils n'ont le choix qu'entre la guerre et le chaos. Comme la guerre actuellement n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas au niveau mondial, il ne reste plus que le chaos. Et je trouve qu'en France, on est en train d'y aller avec d'un pas très décidé. Parce que finalement, vous savez, il y a quand même en France 15 millions de personnes qui sont des salariés, 15 à 16 millions de personnes qui sont des salariés du secteur privé, qui ont un taux de chômage, il faut quand même le savoir, par rapport au nombre qu'ils sont, qui est de l'ordre de 20%. Exactement. C'est quand même très important. Et qui voient leur pouvoir d'achat diminuer régulièrement. Je ne pense pas une seule seconde que ces gens puissent rester totalement inertes. D'autant que les retraités, qui sont quand même 12 ou 13 millions maintenant, vont voir eux aussi leur pouvoir d'achat réduit, ne serait-ce que parce que, grâce à cette invention géniale qu'est la CSG, on va réussir à leur faire payer leur retraite. On va leur reprendre leur retraite. Et donc, comment voulez-vous que la conjonction de tout cela, qui a fait d'ailleurs le succès de Sarkozy, il a été élu essentiellement par l'alliance des retraités et des actifs du secteur privé. Tous les autres ont voté socialiste. Bon, cette alliance est actuellement en train de s'effondrer, et donc nous allons avoir un problème politique majeur. C'est probable, mais je dois dire que je ne vois pas d'issue. Personnellement, je pense que si on se dirige vers la retraite qu'on a entre 50 et 60 ans, on serait très avisé de préparer une retraite ailleurs qu'en France, moi je dis franchement. D'autant qu'il y a plein de pays qui accueillent les retraités avec bienveillance, si je puis dire, sur le plan fiscal. Moi, je ne peux dire que ceci. Je ne vois pas, pour l'instant, d'issue politique aux problèmes structurels économiques de la France. Moyennant quoi, pour être très concret, par exemple, je dirais aux jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, faites vos études en France, mais franchement, ne vous y installez pas. Alors j'espère, c'est d'ailleurs beaucoup le font. Alors j'espère être démenti par les faits, bien entendu. J'espère sincèrement que mon pays va se redresser, mais pour l'instant, je ne vois pas de solution aux problèmes que j'expose dans mon livre, que je décris précisément, parce que encore une fois, je pense que les avis c'est très bien, mais les faits c'est mieux. Alors précisément, cet ouvrage, Petit dictionnaire de l'économiquement incorrect, est bourré de faits, mais de faits qu'il est facile de comprendre. Il n'est pas nécessaire d'être un grand mathématicien ni un économiste pour le comprendre. Mais le seul reproche qu'on puisse vous faire, et qui est un reproche qui est consubstantiel à votre état, si je puis dire, c'est que vous vous placez uniquement en tant qu'économiste ou financier, et non pas en politique. Non. Or, là, il vient un moment où la politique devient majeure, non pas tellement parce qu'elle est dans la nature des choses. Je crois que la nature des choses, c'est précisément qu'on ne fasse pas beaucoup de politique. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de faire beaucoup de politique. Mais parce que
quand il faut que des problèmes soient résolus, on se tourne forcément, d'une manière ou de l'autre, vers la politique, puisque c'est le politique qui a le manche, et personne d'autre. Oui. Et donc, c'est pour cela que toutes les analyses que vous faites, et qui sont, à mon humble avis, parfaitement fondées, et parfaitement recevables à la fois sur la courte période et sur la longue période, peuvent être bouleversées d'une manière ou d'une autre par une évolution politique. Et il semble bien, alors là, je parle avec prudence parce qu'on ne sait jamais, mais il semble bien que cette évolution politique soit en train de se faire. Alors c'est en train de se traduire, bien sûr, par la chute de la popularité de M. Sarkozy, mais je dirais que c'est un phénomène beaucoup plus profond que cela en réalité. Cette chute me semble due au fait qu'il n'a pas fait de réforme structurelle jusqu'à présent et que les Français sont conscients qu'il en faut. C'est là que le problème politique risque de surgir. Oui, alors à cela, moi je n'ai pas de réponse. Je me contente de dire, voilà, j'ai écrit un livre pour montrer les faits que peu de gens connaissent, parce que c'est toujours dans les limbes. On sait bien qu'on est endetté, on sait bien que la sécurité sociale ne marche pas, on sait bien qu'il y a trop de fonctionnaires, etc. Mais encore faut-il le prouver. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Maintenant, les solutions, elles existent en réalité. Il s'agirait de s'en prendre encore une fois aux structures et de les réformer. Moi, je pense que tôt ou tard, on va être obligé de les faire. Les pays, d'autres pays européens de socialistes, par exemple la Suède, l'ont fait. Et la Suède était dans un état de quasi-banqueroute suite à 20 ans de socialisme éclairé. Et puis tout d'un coup, ma foi, finalement, ils ont pris le taureau par les cornes. Et là, la coalition de droite est triomphante, et est en train de tout réformer. Et d'autres pays de cette sphère s'y mettent aussi. Donc je pense que, en fait, il faut toucher le fond de la piscine, si je peux dire, mais que le jour où on va toucher le fond de la piscine, c'est-à-dire que les gens pratiquement, même de la classe moyenne, seront vraiment appauvris, alors là, à ce moment-là, on se décidera. Ce qui est rageant pour vous comme pour moi, c'est que ceux qui savent, si je puis dire, voient le Titanic sans pouvoir rien faire. Alors simplement, on pourra se satisfaire intellectuellement du fait qu'on aura eu raison. Bon, ce que j'espère, c'est que les hommes politiques français se décident enfin, un jour, à regarder les choses en face et à faire les réformes qu'il convient. Mais ce qui me semble très inquiétant dans le cas spécifique français, c'est qu'il y a une gauche totalement démagogique et pas raisonnable, qui n'a pas fait son aggiornamento, voilà, et qui par conséquent tire le véhicule vers l'arrière. C'est vraiment le grand problème, à mon avis, de la France, c'est qu'elle a une gauche irresponsable, ce qui n'est pas le cas d'autres Alors, pays. il y a un phénomène qui est très intéressant, nous l'avons évoqué tout à l'heure dans la première partie de l'émission, c'est ce qui se passe en Allemagne. Parce que finalement, la grande réforme que les Allemands ont faite sous l'instigation essentiellement du chancelier Schröder, Mme Merkel n'est arrivée qu'après, c'est quand même de réduire énormément les salaires, en tout cas relativement. Et la pression faite sur la masse salariale a permis aux Allemands d'obtenir les résultats très brillants à l'exportation. Ce n'est pas la seule raison, mais ça y a contribué. Et aujourd'hui, il va de soi qu'ils sont en train de payer, par l'émergence d'un parti d'une gauche beaucoup plus dure, cette situation au plan politique. Nous, en France, on dirait que nous avons cumulé les inconvénients, parce que nous avons les deux. Oui. Nous n'avons aucun effort fait sur les rémunérations, notamment de ceux qui vivent de l'État, et en revanche, nous avons une gauche particulièrement vivace. Alors, c'est peut-être une spécificité française. Oui, alors il faut dire aussi que si on prend l'inverse, le côté inverse, les rémunérations absolument astronomiques du grand patronat français, parce qu'il y a une spécificité française aussi, ça aussi, oui. C'est que le grand patronat français est rémunéré presque 1,7 ou 8 fois plus que le patronat américain. C'est absolument incroyable. À poste égal, vous avez alors là, ça aussi, ça doit être réformé à mon avis. De même que ça ne me choque pas que, par exemple, sur des stock options, à partir d'un certain niveau qui est au-delà de la richesse grande, on taxe. Ça ne me choque pas. C'est parce que je trouve ça relativement moral.
ça fait partie de la solidarité entre les hommes. Si mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple de ne pas distribuer ces stock options aussi importantes, de les réduire tout simplement, oui. et de faire, enfin c'est aux entreprises qu'il appartient de le comprendre, et de faire en sorte que l'actionnaire de base, le petit boursier si on veut, touche une rémunération plus importante. Ah, disons que là où on peut exonérer la France en quelque sorte de ses déficits divers et de ses maux variés, c'est que, en effet, on est inscrit dans un mouvement mondial qui n'est pas très raisonnable, à savoir que l'actionnariat demande 15% de croissance par an, ce qui est déraisonnable. Une croissance raisonnable serait de 4%, voire 5%. À l'échelle et là, supérieure. Et là, on serait déjà... Alors, qu'est-ce qui se passe avec une croissance à 15%? C'est qu'évidemment, c'est impossible à faire. Donc, moyennant quoi, une croissance à 15% implique tout simplement achat-acquisition, spéculation, et évidemment pervers, et en soi pervers. Donc là, il faut il y a les deux côtés du manche. Il faut d'une part que la France se réforme, ainsi qu'on l'a dit depuis une heure, et d'autre part, en effet, qu'au niveau mondial, des règles soient édictées pour faire cesser cette progression de 15% par an qui est impossible à tenir en réalité. Et il faut quand même dire que les banques centrales, les autorités de contrôle dans cette affaire ont quand même une responsabilité, je dis, dans la conception du système. Parce que moi j'ai entendu et lu sous des plumes éminentes, notamment sous celle de M. Greenspan et d'autres, des éloges extraordinaires de la diversification financière, de tous les produits nouveaux qui sont apparus. Je m'aperçois quand même qu'il a dit, voyant les résultats, que finalement il aurait peut-être mieux valu ne pas aller si loin. Et je pense que c'est justement cela qui est en cause. Tous ces instruments n'ont qu'un seul but, c'est d'obtenir cette fameuse rentabilité de 15% qui n'est pas naturelle. Oui, qui n'est pas naturelle. Et d'ailleurs, le libéralisme, la doctrine libérale, est beaucoup plus raisonnable en réalité que ce qui arrive actuellement. Ce qui arrive actuellement a été une période de laisser-faire qui a généré des comportements abusifs. Alors que l'essence, me semble-t-il, du libéralisme est plus morale, paradoxalement. Je pense qu'il conviendrait au niveau international qu'on revienne à des normes plus raisonnables dans les rémunérations et dans les objectifs. Mais c'est pas dit que ça soit pas fait, parce que je pense que les gens ne sont pas fous et que au bout d'un moment ils seront. Alors bon, il y aura toujours des gens qui voudront s'en mettre plein les poches, davantage encore que ça, mais beaucoup de responsables sont responsables et savent bien que ce système n'est pas raisonnable. Donc j'espère que la vertu triomphera. Eh bien, sur cette conclusion raisonnable, et conforme d'ailleurs aux vœux, je crois, de la majorité des gens, nous allons clore cette émission. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Je vais rappeler vos livres. Tout d'abord, le guide des paradis fiscaux. C'est aussi un guide de tourisme. C'est formidable parce qu'il y a les paradis fiscaux. Alors vous avez tous les renseignements nécessaires, bien sûr, mais aussi la liste des hôtels, des plages agréables, enfin, bon, de quoi passer de bons moments. Et puis, le dernier né de notre ami Grégoire Duhamel, le petit dictionnaire de l'économiquement incorrect aux éditions Grancher, le guide des paradis fiscaux étant également aux éditions Grancher, des ouvrages qui sont, en ce qui concerne les paradis fiscaux, régulièrement remis à jour, et en ce qui concerne le politiquement incorrect qui vient de paraître, donc il est d'actualité pendant un bon moment. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. J'espère vous retrouver prochainement sur les ondes de Reichmann TV. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité et du nombre sans cesse croissant de nos téléspectateurs, ce qui est un encouragement pour nous à continuer à recevoir des invités de grande qualité comme Grégoire Duhamel. Donc merci encore. Il me reste à vous souhaiter de bien vous porter, d'être heureux si c'est possible dans le monde actuel, et vive la France.